Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, c'est une autre entrevue de Elon Musk que j'ai traduit en français pour vous grâce à l'intelligence artificielle. Et dans cette entrevue-là, eh bien, Elon Musk il va s'ouvrir un peu sur plein de sujets différents. Donc quoi? Il va parler évidemment de Tesla. Il va parler évidemment de SpaceX, c'est deux gros morceaux, là, ça. Il va parler de XAI, il va parler du gouvernement et également de la liberté d'expression. Roger, il me semble que tu m'avais dit que tu voulais dire de quoi juste avant que je parte l'entrevue. Oui. Ben important, là, que si vous aimez ça, là, ben mettez un j'aime, puis abonnez-vous, là, OK? Oui, merci d'obliger le monde à s'abonner. Mais également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez à partir de 2 $ par mois, vous pouvez devenir membre YouTube, membre Patreon ou encore acheter des cochonneries sur ma boutique en ligne. Je vends des tasses, des trucs, tout ça. Ça fait un bel petit objet à posséder. Puis moi, ben, ça m'aide à poursuivre ce rêve d'être YouTuber. Bon, j'ai fini de vendre mes cochonneries. Sur ce, bonne entrevue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je sais que vous avez beaucoup à faire. Et en parlant de ça, félicitations pour la fusée Starship la semaine dernière et le premier atterrissage en douceur dans l'océan pour le véhicule fusée le plus puissant du monde. C'est une réalisation remarquable. Vous sortez la fiction de la science-fiction. Pouvez-vous partager avec nous ce que vous avez pensé? Quelles pensées vous ont traversé l'esprit lorsque vous avez vu cela se produire et quelle est la prochaine étape? Eh bien, je l'ai fait. Je dirais que j'étais incroyablement excitée que nous ayons franchi ces étapes. Je pensais que nous avions peut-être 20 ou 25% de chances d'atteindre les deux étapes où le booster et le navire ont tous deux effectué un atterrissage propulsif en douceur dans l'océan. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons atteint tous les objectifs, ce que je pensais improbable. Et c'est grâce à une équipe incroyable chez SpaceX. Je pense que nous avons l'équipe d'ingénieurs de fusée la plus talentueuse qui ait jamais été réunie. Et c'est ainsi que nous sommes capables d'accomplir ces choses. C'est donc toujours un honneur de travailler avec des gens formidables pour accomplir de grandes choses. Alors, quelle est la prochaine étape dans la dernière frontière? Que voyez-vous pour l'espace? Eh bien, l'objectif fondateur de SpaceX est de développer les technologies nécessaires pour étendre la conscience au-delà de la Terre. Et c'est un peu cérébral, mais peut-être approprié pour un événement de Cato. Ils sont assez cérébraux. Mais si vous pensez au genre de filtre de Fermi 2, vous savez, Enrico Fermi s'est toujours demandé, où sont les extraterrestres? Pourquoi n'en voyons-nous pas les signes? Et on me demande souvent, y a-t-il des extraterrestres sur Terre? Et je n'ai vu aucun signe d'extraterrestre. Et je vous promets que dès que je verrai des preuves d'extraterrestres, je les posterai immédiatement sur la plateforme X, le post le plus populaire de tous les temps. Donc, mais le fait que nous n'ayons vu aucune preuve, je n'en connais aucune, suggère que la conscience est extrêmement rare. Vous savez, si l'on en croit les archives archéologiques et le modèle standard de la physique, la Terre a environ 4 milliards 500 millions d'années. La civilisation, telle que définie par la première écriture, n'a qu'environ 5000 ans. Donc l'archaïque précunéiforme d'il y a environ 5500 ans était la première écriture. Je pense que c'est une bonne date pour le début de la civilisation, ce qui signifie que la civilisation n'existe que depuis 1 millionième de l'existence de la Terre. Presque rien. Je pense que cela plaide potentiellement en faveur d'une civilisation éphémère et fragile. Et donc la chose qu'on peut faire pour augmenter la durée de vie probable de la civilisation, c'est d'être une espèce multiplanétaire, d'étendre la conscience à d'autres planètes et finalement à d'autres systèmes stellaires. Et cela améliorerait massivement la durée de vie probable de l'humanité et de la conscience telle qu'on la connaît. Donc c'est vraiment essayer de dépasser le filtre de Fermi qui se limite à une seule planète. C'est l'objectif de SpaceX. C'est pourquoi on construit une si grosse fusée. C'est bien au-delà de tout ce qui est nécessaire pour mettre des satellites en orbite terrestre. Et c'est vraiment un colonisateur de planètes.
Il est destiné à construire le plus vite possible une ville autonome sur Mars. Je pense que c'est un peu comme une course entre la création d'une ville autonome sur Mars et une guerre thermonucléaire mondiale ou une autre catastrophe. Si une catastrophe interrompt la civilisation avant que ça n'arrive, alors c'est terminé. Peut-être que des extraterrestres du futur découvriront notre civilisation et diront, « Eh bien, ils avaient presque réussi. » C'est donc l'objectif. Je pense que c'est une chose importante à transmettre aux gens qui réfléchissent à l'avenir et qui se soucient non seulement de la préservation, mais aussi de l'extension de la civilisation, de la croissance, de la portée et de l'ampleur de la conscience. Donc oui, c'est l'objectif. Faire de la vie multiplanétaire est l'objectif de SpaceX, et vous savez, en cours de route, nous chercherons à générer des revenus de toutes les activités spatiales, telles que la fourniture d'un système Internet dans l'espace, tout ce qui est en quelque sorte lié à l'espace afin de financer l'extension de la conscience au-delà de la Terre. Ça fait beaucoup de sens pour moi. Nous ne devrions pas garder tous nos œufs dans le même panier. Nous devrions essayer de diversifier les risques. Alors merci de faire le travail de l'humanité. Mais ce n'est pas la seule chose que vous faites. Si quelqu'un l'a manqué, vous révolutionnez également les voitures électriques. Et c'est Neuralink, c'est l'IA, la compagnie ennuyeuse. Et si vous avez manqué cela, il a récemment acheté Twitter et l'a renommé X également, où nous sommes en direct, comme en ce moment. Oui, voyez, c'est populaire auprès du public. Pour moi, c'est épuisant juste de lire la liste de ces choses. Je pense qu'a dit Alex Ferguson, l'entraîneur de football, qui a dit que le travail acharné est un talent, mais c'est aussi dur et c'est en fait assez épuisant. Donc la question, quel est le grand plan? Quel est l'objectif global? Est-ce que vous ne pouvez simplement pas vous empêcher de vous impliquer dans tous les domaines technologiques ou y a-t-il un objectif global? Oui, l'objectif global est de prendre les actions les plus susceptibles d'améliorer la probabilité que l'avenir soit bon et qui conduisent à l'expansion de la conscience et notre compréhension de l'univers. Ceci est quelque peu causé par une, vous savez, tentative de comprendre quel est le sens de la vie. Vous savez, j'ai eu cette crise existentielle quand j'étais enfant, en essayant de comprendre quel est le sens de la vie. Est-ce juste inutile? Et j'ai lu beaucoup de livres sur la philosophie et les livres religieux et tout le reste. Et finalement, la chose que j'ai trouvée la plus éclairante était le guide du voyageur galactique de Douglas Adams, où vous savez, la Terre est essentiellement cet ordinateur géant pour répondre à la question de savoir quel est le sens de la vie. Et il se présente avec la réponse 42. Mais il s'avère qu'en fait, la partie facile et la partie difficile, c'est la question. Nous ne connaissons pas vraiment les bonnes questions à poser. Alors, j'ai pensé que si nous élargissons l'étendue et l'échelle de la conscience, alors nous sommes mieux à même de comprendre quelles questions poser sur la réponse qu'est l'univers. Le guide du voyageur galactique, un excellent livre que je conseille à tout le monde de lire, et peut-être pourrez-vous devenir le prochain Elon Musk si vous le faites. Merci aussi, Elon, d'avoir mis le rôle du modérateur et de l'intervieweur sous les projecteurs. Poser les bonnes questions, c'est le plus important. Alors laissez-moi vous poser la question suivante et essayer d'approfondir un peu plus ce que vous faites vraiment. Car si je comprends bien, vous dirigez 6 entreprises, mais vous en avez aussi une 7e. Vous venez d'en trouver une autre? Eh bien, vraiment, les entreprises qui prennent la grande majorité de mon temps sont Tesla et SpaceX, donc oui, et puis les autres entreprises sont beaucoup plus petites. Et je ne gère pas vraiment le plateforme X au jour le jour. C'est plutôt Linda Iaccarino. J'oriente le développement des produits et l'amélioration des fonctionnalités et ce genre de choses. Donc en vérité, ces entreprises les sont très différentes en échelle.
Tesla, je ne sais pas, environ 140 000 personnes, SpaceX, environ 15 000 personnes, et toutes les autres entreprises comptent quelques centaines de personnes ou moins. Des échelles vraiment très diverses. Mais à part cela, si on considère 6 entreprises, vous en avez également une septième ou ce que ça pourrait être. Et c'est de naviguer dans la bureaucratie et les réglementations pendant que vous faites ceci. Et cela a été une conférence sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Et comment pouvons-nous faire cela quand il y a tant d'obstacles sur le chemin? Et je veux dire que c'est déjà difficile d'aller sur Mars. C'est de la science fusée, littéralement. Mais vous devez également naviguer dans les réglementations et l'état d'esprit de précaution. Et j'ai compris que votre style de gestion consiste à remettre en question chaque exigence pour créer de la clarté en n'acceptant jamais que cela vienne d'un département, d'un endroit. L'exigence devrait être accompagnée du nom de la personne qui l'a faite, car cela permet de se demander si cela a du sens. Convaincu que seule la nature fait les vraies lois, tout le reste est une recommandation. Et cela semble génial, mais je pense que beaucoup de politiciens et de bureaucrates ne seraient pas d'accord, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, en ce qui concerne les lois et les règlements, nous avons un problème fondamental, qui est le résultat naturel d'une longue période de prospérité, où il n'y a pas vraiment eu de guerre mondiale, où vous savez, lorsque les choses ont été prospères pendant longtemps, vous obtenez simplement une accumulation de lois et de règlements naturellement. Et ces lois et règlements sont immortels, alors que les humains sont évidemment mortels. Donc, plus vous avez cette génération, cette création de règles et de règlements, mais vous arrivez en quelque sorte à ce point où, vous savez, chaque génération, loi et réglementation, n'est peut-être pas paralysante en soi, mais elles sont toutes comme des cordes comme 1 million de petites cordes qui ficellent Gulliver. Chaque petite cordelette, et puis le géant ne peut finalement plus bouger. Donc, en Occident, je crois que nous avons créé un enlisement réglementaire, où quasiment tout est interdit. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas construire un train à grande vitesse en Californie. Ils ont dépensé 7 milliards de dollars et tout ce qu'ils ont à montrer, c'est une section de 1600 pieds sans même de rails. C'est vraiment trop absurde pour croire parce que les grands projets sont en réalité illégaux en Californie et dans une grande partie de l'Europe et d'autres pays. Il doit donc y avoir un processus de nettoyage pour supprimer les règles et les réglementations afin que la société fonctionne et qu'elle n'attrape pas, vous savez, une sclérose et arrive à un point où elle ne peut plus rien faire. Et cela est lié à notre aversion au risque, je crois. Dans la tradition libérale classique, un point de départ important est que nous ne savons tout simplement pas tout. Nous, personne ne le sait. Le monde est donc un jeu d'apprentissage et de découverte. Et donc il faut des essais, des erreurs et des expériences pour arriver au bon endroit. Et j'ai réalisé que lorsque je regarde vos entreprises, vous n'êtes pas vraiment du genre à prendre des risques. Au contraire, vous ne devriez pas éviter les problèmes, mais tester les choses rapidement pour savoir quel est le problème, puis le résoudre rapidement. Donc, une fusée qui explose pourrait ne pas être une erreur. Cela pourrait être une étape importante pour passer à l'étape suivante de la connaissance et de la découverte. Mais c'est tout le contraire de la culture de l'aversion au risque dans de nombreuses entreprises et certainement dans les gouvernements. Donc, et beaucoup sont si conservateurs qu'ils ne permettraient à personne de faire quoi que ce soit pour la première fois. La question est donc de savoir comment gérer ce genre de culture d'aversion au risque. Quel changement dans la culture et la réglementation apporteriez-vous pour rendre le monde sûr pour les expériences? Eh bien, je dirais qu'au niveau gouvernemental, je pense qu'il devrait y avoir un département de suppression des réglementations. Et probablement que certaines, quand on passe de nouvelles lois, devraient avoir une sorte de date de péremption, peut-être qu'elles doivent être réaffirmées avant qu'elles le soient, ou elles expirent tout simplement.
Maintenant, ce qui a tendance à se produire, c'est que, une fois que les réglementations sont passées, un écosystème de consultants se forme autour de ces réglementations qui veut les maintenir. Les réglementations environnementales sont particulièrement mauvaises à cet égard. Donc je suis très pro-environnement, mais les réglementations environnementales sont, à mon avis, largement terribles. Et elles sont très basées sur la permission par opposition à tu dois avoir une permission à l'avance au lieu de dire payer une amende si tu fais quelque chose de mal, ce qui, je pense, serait beaucoup plus efficace pour dire on fait ce projet. Si quelque chose va mal, alors on sera obligé de payer une amende, mais on n'a pas besoin de passer par un processus d'approbation environnementale de 3 ou 4 ans. Donc, juste changer les choses de tu dois obtenir une permission à l'avance à tu dois payer une amende si tu fais quelque chose de mal, je pense que ce serait profondément efficace. Pour l'avancement de grands projets. Mais en général, je pense que les gouvernements du monde entier devraient activement supprimer les réglementations en se demandant si les ministères existent. Évidemment, le président Bellet, je pense qu'il semble faire un travail fantastique sur ce front, supprimant des choses, supprimant des départements entiers. Fantastique. Je veux dire, voici le truc. Si vous supprimez des ministères et des réglementations, vous pouvez toujours les remettre en place. Il s'avère que ceux-ci étaient très importants. Vous pouvez toujours les remettre. En effet, c'est comme enlever les freins d'une économie et d'une civilisation. Nous devons briser ces ficelles qui retiennent Gulliver et nous empêchent de progresser en tant que civilisation. Oui, nous discutons de l'Argentine ici depuis quelques jours et du nouveau programme de réforme libérale classique. Et le prochain orateur ici sur scène est le président Bellet. Et bien sûr, il est confronté à des décennies de non seulement d'obstacles en général, mais aussi de stagnation. Mais il vient là-bas avec sa tronçonneuse. C'était un clip très célèbre de lui sur les réseaux sociaux quand il regardait la bureaucratie et les dépenses dans les ministères et les supprimait un par un, à fuira, ce qui, je suppose, signifie juste s'en débarrasser, en quelque sorte. Ça ne vous rappelle rien, votre propre idée de la valeur de la soustraction dans l'innovation et le commerce? Supprimez n'importe quelle partie du processus que vous pouvez. Et apparemment, si vous n'en remettez pas 10% par la suite, alors vous n'avez pas supprimé assez. Pardon. J'aime toujours utiliser les outils de la physique comme une approche au premier principe des choses. Et donc, l'algorithme simple que j'ai développé, après avoir fait la même erreur encore et encore, était « et j'ai besoin de me le répéter ». Donc, je peux espérer faire moins souvent ces erreurs. Cela commence par rendre les exigences moins bêtes. Donc, vous supprimez les exigences. Supprimez et simplifiez les exigences. Parce que si vous ne supprimez pas et ne simplifiez pas les exigences, vous allez simplement obtenir, dans le meilleur des cas, la bonne réponse à la mauvaise question. Et puis vous aussi, beaucoup de cela implique des sortes d'entreprises technologiques. Mais vous voulez d'abord supprimer, puis une fois que vous avez répondu aux exigences, essayez de supprimer la partie ou l'étape du processus. Et si vous n'avez pas supprimé, si vous n'êtes pas obligé de remettre au moins 10% de ce que vous supprimez, vous êtes manifestement beaucoup trop conservateur dans votre suppression. Donc, mais les gens ont souvent peur de supprimer des choses. Et moi, je me dis, eh bien, allons-y et faisons-le. Et si vous n'en remettez pas un peu, vous ne supprimez simplement pas assez, évidemment. Donc, je pense que c'est vraiment un très gros problème s'il s'agit d'une suppression excessive de règles, de règlements, et vous finirez par en remettre quelques-uns, et c'est très bien. Ouais, je vous l'ai dit qu'il n'a pas peur du risque, n'est-ce pas? Vous avez suivi. Je pense que c'est assez sensé. C'est juste raisonnable, vraiment. Je pense que ça passe le test de l'examen logique. Et pour moi, ça semble être ce que le président Millet essaye de faire
en Argentine également de supprimer ce qui n'est pas absolument essentiel pour laisser de l'espace à la créativité et à l'entrepreneuriat. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Vous avez vu ce qui se passe en Argentine. Vous avez des idées là-dessus? Ses ambitions, quelle est son importance pour l'Argentine et peut-être pour le reste du monde avec l'affaire, ici, maintenant? Eh bien, je pense qu'il est très important que l'Argentine réussisse et qu'on soutienne pleinement le président Milei. Et je pense que oui. Et ma prédiction est que si le président Milei n'est pas empêché d'une manière ou d'une autre de prendre les actions qu'il veut prendre, l'Argentine aura une très forte croissance de l'économie et il y aura beaucoup plus de prospérité et d'optimisme pour le futur qu'il n'y en a peut-être pas eu depuis 100 ans. Et dans seulement 10 minutes, Milei parlera de ces choses à partir de cette scène. Pourriez-vous lui donner des conseils s'il veut transformer à nouveau l'Argentine en une nation d'innovation et d'entrepreneuriat? Comment devrait-il s'y prendre? Eh bien, d'après tout ce que j'ai lu, il fait tous les bons choix. Je voudrais simplement encourager le peuple argentin à lui apporter son plein soutien et à mener cette expérience, car il est clair que les politiques du passé n'ont pas réussi. Nous le savons pertinemment. Alors, laissons-nous aller hardiment vers l'avenir. J'espère que le peuple argentin lui apportera tout son soutien et je pense que ce sera une aventure très excitante et je pense que cela va très bien se passer. Pourrais-je juste élargir cette question sur l'innovation et l'avenir des économies? Parce qu'en ce moment, il semble que la politique industrielle active fasse fureur, pas seulement dans la vieille gauche, mais parfois aussi dans la droite populiste. L'idée que les gouvernements devraient s'impliquer fortement et choisir des gagnants dans les affaires et la technologie. Ils parlent souvent d'essayer de trouver des coups de lune gouvernementaux pour créer l'avenir, ce que je trouve un peu ironique, parce que faire atterrir un homme sur la Lune était génial, mais cela ne nous a donné aucune sorte d'industrie. On n'a pas eu Internet depuis l'espace, pas de base lunaire, pas d'exploitation minière d'astéroïdes, pas d'énergie solaire dans l'espace parce que c'était politique et pas commercial. Donc, parce que c'était politique, c'était OK de dépenser des tonnes d'argent, mais ça le rendait également insoutenable à l'avenir. Ce n'est devenu une frontière finale viable commercialement que lorsque SpaceX est entré dans la course. Alors, pourriez-vous nous dire comment vous voyez le rôle du gouvernement dans l'innovation en général? En fait, c'est vous qui avez dû poursuivre la NASA pour qu'elle ouvre aussi l'espace aux fournisseurs privés. Quel est le rôle du gouvernement dans la construction de l'avenir de la technologie? Je pense que le rôle du gouvernement est de s'assurer que le terrain de jeu est bon, qu'il y a de bonnes règles. Le gouvernement est comme l'arbitre du football. Il veille au fair play, à la justesse des règles et permet aux joueurs de jouer. Mais avec le temps, le gouvernement grandit et on finit par avoir plus d'arbitres que de joueurs sur le terrain. Et ça, ce n'est pas bon. On a besoin d'arbitres. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'arbitres, mais on ne veut pas que les arbitres soient plus nombreux que les joueurs. Ce serait absurde, mais c'est souvent ce qui arrive. Il faut donc s'assurer qu'on joue équitablement, que les règles sont raisonnables et qu'on ne dérange pas les joueurs. Les résultats seront excellents. Quand on s'est rencontrés à Austin récemment, vous avez parlé du socialisme et du problème qui survient quand le gouvernement s'implique trop. Vous perdez les mécanismes de rétroaction qui les forcent à continuer à apprendre, à s'améliorer et à faire mieux encore. Seriez-vous prêt à partager ces pensées avec le public? Oui. Une autre manière d'envisager le gouvernement
est comme une entreprise dans la limite. C'est la plus grande entreprise. Un monopole qui ne peut faire faillite que si le pays fait faillite. Elle n'a donc pas le genre de... Les sociétés commerciales, si elles fabriquent de mauvais produits, sont incapables de rivaliser. Elles feront alors faillite, et c'est justifié si elles fabriquent de mauvais produits. Le gouvernement est donc essentiellement une entreprise dans la limite. Et comme c'est un monopole, il n'y a pas... Vous pouvez l'envisager comme... Je pense qu'une manière de penser l'économie est simplement en termes de boucle de rétroaction. Et la boucle de rétroaction pour que les services fournis par le gouvernement soient excellents est faible. Parce que si vous avez un monopole gouvernemental sur quoi que ce soit, vous, en tant que consommateur, n'avez pas d'alternative. Vous n'avez aucun moyen de... Je dirais en quelque sorte... Pensez au département des véhicules à moteur, comme le DMV. C'est très inefficace. Vous ne voudriez pas que le DMV fabrique des voitures. Et si vous n'obtenez pas un bon service du gouvernement, que faites-vous? À qui vous plaignez-vous? La concurrence engendre l'excellence, car deux organisations ou plusieurs organisations se battent pour rendre le consommateur final heureux, et l'une gagnera des parts de marché si elle fait un meilleur travail que l'autre. C'est pourquoi nous voulons vraiment que le gouvernement fasse le moins possible, car il a seulement une boucle de rétroaction brisée pour une bonne chose. Juste là où il nous reste seulement 4 minutes, mais j'aimerais sonder votre opinion sur quelques sujets, l'un d'eux étant la liberté d'expression. Vous avez acheté Twitter, en partie, comme vous l'avez dit, pour sauver une plateforme ouverte, pour sauver la liberté d'expression. Et c'est très louable, mais bien sûr, il y a aussi des compromis. Le vieil adage dit que si vous gardez l'esprit suffisamment ouvert, les gens y jetteront beaucoup de déchets. Donc, évidemment, quand nous avons la liberté d'expression, nous obtiendrons aussi des choses laides, voire toxiques. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la liberté d'expression est si importante pour vous, pour la société et pour son progrès? Eh oui, pour une plateforme comme celle de X, anciennement connue sous le nom de Twitter, il sera dit des choses erronées, mais cela offre une boucle de rétroaction immédiate pour corriger les erreurs. Donc, quelqu'un dit quelque chose, eh bien, une autre personne peut répondre et réfuter ce que cette personne dit, et cela peut juste être un dialogue continu ou un argument, et quelqu'un peut lire l'ensemble du fil et voir, d'accord, cette personne a dit quelque chose, mais quelqu'un a répondu, oh, il y avait d'autres réfutations, plus de contexte a été ajouté, et cela leur donnera la meilleure compréhension de la situation par rapport à, disons, un article de presse classique où vous avez juste l'opinion du journaliste, pas de réfutation, pas de commentaire, pas de contre-argument. Et très souvent, ce qui est imprimé dans la presse est complètement faux et les gens ne le savent pas. Mais sur une plateforme interactive en temps réel comme X, ils peuvent voir ce que j'ai dit, ils peuvent voir non seulement ce que quelqu'un a dit, mais aussi quelles sont les réfutations, quels sont les contre-arguments. Et nous avons des choses comme les notes de la communauté, ce qui, je pense, est très utile. Ou si quelqu'un dit quelque chose de faux, d'inexact ou de trompeur, le secret de base des notes de la communauté est qu'une note doit être jointe à un message. Les personnes qui ne sont normalement pas d'accord sur un sujet doivent être d'accord sur cette note de la communauté pour qu'elle soit affichée. La probabilité qu'elle soit exacte est donc très élevée parce que les gens qui ne sont historiquement pas d'accord ne seront d'accord que sur quelque chose qui est tout à fait exact. Donc tout est essentiellement dû à des boucles de rétroaction. Vous avez été remarquablement généreux de votre temps, alors je vais juste vous donner une dernière possibilité de question pour quelques dernières réflexions. Il me semble que votre point de vue sur le monde est que le progrès ne se produit pas tout seul. Il n'est pas automatique après l'alunissage. Nous sommes revenus de la dernière frontière depuis un demi-siècle et l'Argentine stagne depuis près d'un siècle maintenant. Il faut une action humaine. Il faut que quelqu'un le fasse. Et à la lumière de cela, êtes-vous optimiste quant au progrès humain et, si oui, qu'est-ce qui vous rend optimiste? Et que pensez-vous que les gens écoutent aujourd'hui et que des groupes de réflexion comme le Cato Institute peuvent faire pour accélérer les progrès? Eh bien,
Il semble que la civilisation atteigne de nouveaux sommets dans la technologie, et je pense que nous avons pas mal d'élan. Je m'inquiète de certains risques existentiels comme le faible taux de natalité qui s'accélère dans la plupart des pays. Et c'est vraiment l'une de ces choses qui, je pense, est sous-estimée en tant que problème, c'est que s'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas d'humanité. Vous devez les fabriquer d'une manière ou d'une autre. Et je pense que nous devrions être très préoccupés par l'implosion accélérée du taux de natalité. C'est un très gros problème, comme si rien d'autre n'avait d'importance. S'il n'y avait pas d'humains, comme première prémisse, vous devez avoir des humains pour qu'il y ait civilisation, à moins que nous ne laissions tout aux robots. Donc, cela, je pense, est largement sous-estimé. Je n'ai pas de très bonne solution à cela, mais cela doit être résolu d'une manière ou d'une autre, sinon l'humanité le fera en vain. Peut-être que si on donne aux gens de l'espoir et la conviction que l'avenir s'améliorera, ils voudront que davantage de personnes en soient témoins. Oui, je suis d'accord. Je pense que nous devrions avoir une vision optimiste de l'avenir. Et, comme je le crois, un des aspects négatifs du mouvement écologiste, c'est que, dans sa forme extrême, les gens commencent à considérer les humains comme une plaie sur la Terre, comme quelque chose de fondamentalement mauvais, et laissant entendre que si tous les humains disparaissaient d'une manière ou d'une autre, la Terre s'en porterait mieux. C'est le mouvement extinctionniste. Et je pense qu'à un niveau fondamental, on peut considérer les choses comme une lutte entre philosophies expansionnistes et extinctionnistes. Et c'est ce qui compte vraiment, car tout le reste, par exemple, si les humains disparaissent ou si la civilisation s'effondre, quelles que soient les politiques que nous pourrions avoir, elles n'auront plus d'importance. Donc, avant toute chose, nous devons avoir une philosophie expansionniste pour la civilisation et la conscience. Il nous faut chercher, tu vois, à aller au-delà de ce que l'on a fait dans le passé pour accroître, je pense accroître, le nombre d'humains. Et c'est incroyablement fondamental. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça doit se faire. Ouais. Donc, le message final est allez-y, procréez. Oui. Allez-y, multipliez-vous. Dans une civilisation libre. Ouais. Oui. Bon, tu sais, le temps passe vite et le coût d'opportunité est un concept qui est très viable quand tu parles à Elon Musk. Alors, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Et je suis sûr que tu as d'autres impératifs à gérer pour le moment. Bonne chance. D'accord. Merci, Paul. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo au complet. Ça l'aide l'algorithme YouTube. Quand je dis les mots comme du monde, ça va bien. L'algorithme YouTube, oui, ça l'aide à me faire plus voir par l'algorithme de YouTube. Puis également, gars, si tu deviens membre YouTube, comme j'ai parlé au début, là, puis membre Patreon, gars, ton nom, il passe là. Fait que merci beaucoup, la gang. Hey, that's it. J'ai pas d'autres niaiseries à dire dans cette vidéo-là. OK, merci. Ciao, la gang.